Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Radio House. 111e épisode du podcast. Le pod.club, on a demandé d'ailleurs à changer de nom pour nous appeler Podcast Magazine France. J'espère qu'ils vont accepter notre demande sur Clubhouse, parce que vous savez, on ne fait pas ce qu'on veut sur Clubhouse, même si c'est encore la plateforme qui nous ressemble le plus, nous qui avons envie de partager, d'échanger entre nous. Des fois, comme disait Frédéric, avant l'enregistrement, on part sur des longs tunnels, donc on va prendre les conseils de M. Brulatour en essayant de vous donner plus la parole et puis de faire en sorte qu'on puisse discuter aujourd'hui d'accessibilité. Alors, ça faisait déjà longtemps qu'on en parlait, Zuber, de cette room sur l'accessibilité. Et on parle bien sûr d'accessibilité, le podcast en tant que médium, donc comme pour l'accessibilité, pour accéder à des contenus qui sont pas forcément très faciles, par exemple des contenus écrits qui nous permettent de pouvoir, par le biais du podcast, arriver à rendre accessible, et puis aussi, bien entendu, l'accessibilité des sites web et des plateformes sur lesquelles on peut essayer d'aller écouter ces contenus, ou bien entendu l'accessibilité autre dont on va parler avec Zuber, qui... Zuber, tu vas te présenter rapidement avant le billet acidulé de M. Brulatour, mais Zuber, si tu peux te présenter, même si beaucoup de gens te connaissent sur Clubhouse, tu es un vieux loup de Clubhouse depuis janvier 2021, depuis que ça a pris un peu en France, et tu es particulièrement attentif à l'accessibilité. Alors déjà, bonjour et un grand merci pour cette room, et bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Zuber, je suis déficient visuel, donc ça veut dire que je vois très mal, je ne suis pas non-voyant, voilà, faut bien faire la différence, et je suis créateur de contenu. Depuis des années, j'aime créer des contenus vidéo, audio, et je trouve que le podcast est un média qui doit être accessible et disponible pour tout le monde. Oui, ce qui devrait être logique et normal, et donc justement, on va parler avec toi avec ta manière de faire, avec est-ce que tout est accessible, à quel point c'est accessible, comment est-ce que... C'est vrai que nous, on s'en rend pas compte, parce qu'on n'est pas dans cette situation de déficience visuelle, et c'est intéressant de pouvoir, bien entendu, avoir ton retour, ton expertise, et puis peut-être mettre un peu du note pour améliorer améliorer les choses, c'est faire en sorte que peut-être les plateformes ou les hébergeurs rendent un peu mieux, un peu plus accessible leur contenu. On va parler de ça juste après le billet acidulé de Monsieur Brulatour. Radio House. Alors, l'accessibilité des podcasts, est-ce que ça vous parle ? Cette question liée à l'accessibilité des podcasts est assez ténébreuse, selon moi. Je vais néanmoins partager avec vous quelques pistes de réflexion autour de cette accessibilité. Parions d'ailleurs que vous n'allez pas forcément être d'accord ni avec mon ressenti, ni avec ma vision de ce que représente l'accessibilité dans le monde du podcast, mais ce billet acidulé, je me permets de le rappeler une énième fois, est fait pour. Un rapide aparté avant de débuter cette nouvelle room sur Clubhouse, ça tombe bien parce que on dit et on répète à qui veut l'entendre que cet espace conversationnel est le réseau social de la bienveillance. Alors, je ne vais pas vérifier. Ceci dit, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er mars. Alors, je le précise pour celles et ceux qui nous écouteront ensuite en replay, c'est la journée mondiale du compliment. Alors, c'est d'ailleurs assez curieux qu'il faille une journée spécifique pour rappeler aux individus des comportements qui devraient être
par nature intégré à chacun d'entre nous et donc essentiel. J'évoque juste, et je me permets de prendre 20 secondes pour évoquer cette journée mondiale du compliment, parce que j'apprends ces dernières heures, figurez-vous, qu'un quart des employés, c'est-à-dire 25%, affirment ne jamais recevoir de compliments par rapport à leur travail. Et pourtant, lorsque l'on est poussé, encouragé, félicité, récompensé, salué, on est toujours davantage motivé et donc davantage productif. Alors aujourd'hui, on peut se complimenter les uns les autres. J'espère que c'est ce que l'on va faire au cours de ces prochaines minutes. Mais ce qui serait bien, c'est que le reste de cette année, eh bien, ce soit aussi le cas, qu'on puisse préserver ce qui fait cette spécificité des individus intelligents, la bienveillance et la sympathie. La sympathie, vous le savez, c'est pas forcément avec n'importe qui. Bon, l'accessibilité. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte sur l'accessibilité des podcasts? Bon, honnêtement, moi, quand on parle d'accessibilité, je pense d'abord à celle qui consiste à rendre accessible le contenu, par exemple en rebondissant sur la formule désormais bien connue et ô combien fatigante, la formule du partout tout le temps, faire que vos podcasts par exemple soient présents et donc accessibles partout, c'est probablement le premier défi à réaliser. Bon, quand on parle d'accessibilité, je pense aussi surtout au contenu, mais sous un autre angle. Voyez-vous, un contenu accessible, c'est un contenu qui est compréhensible par un maximum d'auditeurs. Concrètement, ça veut dire utiliser le même vocabulaire que ceux qui pourraient vous écouter afin de favoriser donc cette accessibilité. Plus encore, ça veut dire que vous ne partez pas dans tous les sens. Un podcast, une idée, c'est un peu comme à la radio, hein, une intervention entre deux disques, une info simple, claire, nette et donc généralement efficace. Voilà pour moi ce que représente l'accessibilité des podcasts. Et je crois ne pas être le seul dans ce ressenti. Mais bon, en creusant davantage, on peut tenter d'entrer dans des interstices qui sont moins significatifs pour une très importante majorité d'auditeurs. Mais comme le diable se loge dans les détails, on va donc aller dans les détails. J'utilise cette expression qui signifie qu'une faute dans un détail peut compromettre tout un ensemble. Alors, à vous de me prouver au cours de ces prochaines minutes que des podcasts qui ne seraient pas accessibles, par exemple aux déficients visuels, aux personnes malentendantes, ou encore aux analphabètes que l'on oublie trop souvent, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas lire et pas écrire, peuvent déstabiliser l'ensemble du secteur. Alors si c'était le cas, il y a fort à parier que l'ensemble des entreprises qui gravitent autour de ce monde du podcast auraient pris la mesure de cette problématique qui met obligatoirement donc de côté ceux qui n'entendent pas ou mal, ceux qui ne voient pas ou mal, ou ceux qui ne savent pas lire et écrire ou mal. Sauf qu'il ne suffit pas de le dire. Il faut aussi prendre son bâton de pèlerin et convaincre principalement les acteurs du podcast, c'est-à-dire les producteurs, pour qu'ils puissent impulser des améliorations techniques et donc y consacrer un budget. On y arrive, oui, parce que claironner sur tous les toits qu'il faut rendre accessibles les podcasts, tout le monde peut le faire, c'est facile, ça ne mange pas de pain, ça donne souvent bonne conscience, ça ne coûte pas cher, mais en revanche, réfléchir à des évolutions techniques adéquates, les financer, les mettre en œuvre, pour faciliter cette consommation des podcasts chez des auditeurs porteurs de handicap, c'est le palier au-dessus. Plus encore que dans le monde de la radio, je dirais que pour conclure, Philippe, le monde du podcast est parfois un peu trop donneur de leçons, selon moi, avec des podcasteurs qui sont davantage dans un rôle d'éditorialiste et dans un fauteuil plutôt de moralisateur. Alors souvent, ce sont des leçons, comme je le dis, à pas cher, pour, je le répète, se donner facilement une bonne conscience et faire sa BA. Si Rome ne s'est pas faite en un jour, on peut également supposer, prédire, prévoir, imaginer que les producteurs de podcasts mettront du temps pour répondre aux doléances et à ces exigences qui sont techniques et qui sont nombreuses, les auditeurs. Mais soyez-en sûrs, ils le feront. Ça, je peux vous le promettre, c'est une certitude. D'ailleurs, d'aucuns, on en parlera fort probablement dans cette room, mais d'aucuns producteurs, autrement dit certaines entreprises du monde du podcast, ont déjà commencé cette transformation, ou plutôt devrais-je dire, ce rôle de facilitateur. On ne les entend pas souvent. En tous les cas, il y aura certainement des exemples qui seront cités dans cette room-là, et on verra que certaines entreprises du podcast, principalement d'ailleurs quelques plateformes, même s'il reste, je vous l'accorde, beaucoup de choses à faire, ont déjà pris le taureau par les cornes. Radio House. Zuber, une réaction par rapport au billet de monsieur un grand merci Bruno. Il a été très acidulé. Frédéric.
Frédéric, merci. T'as dit Bruno, mais c'est Frédéric, c'est pas grave. C'est pas grave. Il existe d'ailleurs un philosophe, me semble-t-il, qui s'appelle Bruno Brulatour. C'est ça? Ou Bruno Delatour. Ou Bruno Latour. Ouais. De la tour. Tu es notre philosophe. Zuber, on m'appelle souvent Bruno à cause de cette homonymie qui est presque une homonymie. Voilà. Mais je fais toujours la faute et à chaque fois, voilà. Mais je la relève pas parce que j'imagine que c'est une faute qui est pas voulue, voilà, qui est pas accessible. Voilà. Déjà un grand merci, mais j'aimerais juste spécifier que rendre accessible, c'est pas plus cher. Voilà. En amont, c'est rien du tout. Alors, si c'est rien du tout, il faut que les producteurs de podcasts, et en particulier, moi je pensais principalement aux plateformes, mais c'est un sujet que je maîtrise pas forcément, vous l'avez compris. Moi je pense que si ça coûte rien, il faut impérativement, quasiment mettre le couteau sous la gorge des plateformes aujourd'hui pour qu'elles fassent des interfaces qui soient donc beaucoup plus accessibles et qui soient facilement qu'elles soient, ces plateformes-là, en tous les cas ces interfaces, qu'elles soient facilement utilisables par des gens qui sont porteurs de déficience. Il faut tout de suite passer aux choses sérieuses. Ah oui, mais c'est un peu mon combat. Et alors, toi, tu as l'impression justement que quand tu fais remonter ce genre de constat auprès des plateformes, des producteurs, on va dire plutôt de ceux qui sont dans l'aspect technique du podcast, il y a peu d'écho, tu as devant toi des portes closes, des gens qui ne veulent pas écouter, entendre. J'ai beaucoup de portes closes, donc c'est un peu compliqué. Après, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui essaient de faire changer les choses. Qui arrivent avec cette option, cette envie de rendre inclusif et accessible leur plateforme. Donc il y a du travail. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi justement les plateformes refusent, on va faire ça en résumé, refusent de faire des efforts? Alors c'est pas ils refusent de faire des efforts, c'est qu'ils ignorent. C'est que leurs développeurs, leurs équipes n'ont pas eu l'information dans leur école, dans leur centre de formation. Ouais, mais ça fait partie des bases quand même. Non, pas du tout, pas dans les écoles. Il y a quand même des règles dans le web, dans la création d'un site web. On n'en parle pas dans les écoles. Il n'y a pas de normes. Il y a des normes, mais dans les écoles, on n'en parle pas. Donc automatiquement, les étudiants ne les savent pas. Alors là, mea culpa, mea maxima culpa, parce que moi je jetais la pierre sur les plateformes et sur celles et ceux qui m'autorisent, développent le podcast, mais effectivement, si c'est un problème d'éducation au sens où on l'entend dans un établissement scolaire ou universitaire, mea culpa, mea maxima culpa, je rejette la faute donc sur les établissements qui forment les développeurs. Bah déjà, combien d'établissements scolaires sont accessibles aux déficients visuels et les organismes de formation et tout ça. Ça, on va pas rentrer dedans, mais je pense qu'il y a peut-être là aussi, et de manière générale, je pense que c'est assez difficile quand on est déficient visuel de pouvoir se former où on veut, quand on veut, et à quelque formation que ce soit. Toi, Zuber, tu as fait des formations. Tu as été déficient visuel dès la naissance. Et donc, tu as fait des formations, et j'ai vu que tu avais fait des formations à l'écart pour du montage vidéo, des choses comme ça. Déjà, en formation, l'accessibilité, elle est facile ou alors c'est déjà une galère? Ouais, et tu peux nous dire précisément quelles sont les difficultés que tu rencontres quand tu veux écouter aujourd'hui un podcast? Alors, attends, il y a deux questions. Ouais. Par rapport aux formations, c'était galère. J'étais tout le temps en train de me battre pour avoir l'information. Vous imaginez, pour des cours de montage, le professeur, on était une classe de 30 à 40 élèves, le professeur travaillait avec son écran, déplaçait sa souris. Je lui demandais un truc très simple, de me dire dans quel bouton il a cliqué. Après, moi, avec mon connaissance et mon savoir, je pouvais trouver le bouton, tu vois. Très très difficile pour donc galère. Donc aujourd'hui, par rapport au podcast, si tu fais un peu le tour de ton expertise, de ton expérience vis-à-vis du podcast, c'est quoi aujourd'hui qui est galère pour toi et c'est quoi qui est plutôt bien fait? Alors, qu'est-ce qui est bien fait? C'est ce qu'on a sur certaines applications comme Apple Podcast, Google Podcast et Spotify, qui permettent de nommer exactement tous les boutons.
C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur déficient visuel, je sais où se trouve le bouton play et je sais où se trouve le bouton suivant. Voilà. J'ai toutes les informations concernant le podcast. Je sais quel épisode c'est. Je sais à quel moment je suis dans l'épisode. Ça, c'est ce que font les plateformes. Après, ce qui n'a pas été fait par les créateurs, c'est de décrire ce qu'ils racontent. Il y a beaucoup de créateurs qui nous parlent d'une image, qui la montrent dans leur podcast, mais qui ne l'expliquent pas. Qui la montre. Attends, comment tu montres une image dans un podcast? Je comprends pas le. Parce que dans des podcasts, tu peux intégrer une image, tu peux intégrer une vidéo maintenant. Tu veux dire déjà le visuel du podcast, bon, c'est compliqué, Voilà. donc tu voudrais qu'il Ouais. te l'explique de façon rédactionnelle en quelque sorte. Voilà, qui peuvent l'expliquer, qui peuvent nous le décrire, même dans les tags de l'image, avoir cette information. Ensuite, un podcasteur, ce qu'il ne fait pas, c'est d'utiliser des mots simples et d'intégrer les sous-titres. Les sous-titres, c'est pas forcément pour un déficient visuel, c'est pour un malentendant qui a besoin de sous-titres pour pouvoir comprendre ce que le podcasteur dit. Mais aussi utiliser des mots simples pour qu'une personne déficiente mentale puisse comprendre clairement les propos. Vous voyez? Ouais. Alors, est-ce que l'écrit, oui, non, parce que l'écrit, ça va pas faire tout. C'est ça qui est toujours délicat, parce que il y a quand même, alors, il y a des logiciels. Tu utilises toi des logiciels qui lisent tout le texte, en fait. Comment ça se passe? Parce que je t'avoue que moi, j'ai jamais été et je sais pas si c'est le cas dans la room, mais n'hésitez pas à monter si vous voulez donner votre expertise. Mais je sais pas comment ça se passe, en fait. C'est-à-dire que quand tu te connectes toi à un ordinateur, tu as un logiciel qui est spécial et que tu contrôles par le biais du clavier. Alors, comment ça marche? on a un lecteur d'écran qui s'appelle VoiceOver pour Apple et qui s'appelle TalkBack pour Android et NVIDIA pour tout ce qui est Windows. Et c'est la navigation au clavier. Voilà. Au clavier ou alors par rapport à des swipes. De droite à gauche. Ah oui, sur les écrans en fait. Tu vas voilà. Avec le doigt, tu vas swiper et le swipe peut. Et comment tu sais que si tu swipes ça fait ça et si tu swipes ça fait autre chose? Faut tester, c'est tout? Non. C'est. Alors attendez, je vais vous montrer. Enfin, nous montrer peut-être pas, mais nous faire comprendre. VoiceOver activé podcast, fenêtre, barre latérale collection, sélectionné, mis à jour récemment. Vous êtes. Barre des commandes, groupe. Des fois, on les active par erreur sur l'iPhone et on ne sait jamais comment le désactiver. Ou sur le Mac, chez moi, ça m'est arrivé des fois d'activer VoiceOver. Oui, donc c'est VoiceOver en fait qui, à chaque fois que tu vas utiliser par exemple les touches haute, basse, droite, gauche, va pouvoir te dire où est-ce que tu es, c'est ça? Voilà, et tu vas lire tous les éléments de la page. Mais ces éléments, s'ils ne sont pas codés, on ne sait rien ce que c'est. Oui, donc derrière, alors codé, pour simplifier toute l'explication de ce codage, en fait, il y a des balises, c'est-à-dire il y a des codes HTML qui permettent de manière très concrète d'avoir ce qu'on appelle un texte alternatif qui va être dédié pour les voice-over et autres logiciels qui vont être lus. Et si on ne met rien dans ces balises, ou si la plateforme ou le site web ne met rien, et c'est vrai qu'on a toujours... par exemple, quand on est sur un site WordPress ou quand on est sur un autre outil de CMS pour créer des sites web, quand on importe une photo, il y a un champ alternatif qui nous permet de pouvoir rentrer plus d'informations sur la photo. Et souvent, on met même le nom de la photo, on ne va pas le changer, on va laisser soit des chiffres ou des lettres quand on met le nom de la photo. Et surtout, on ne met rien dans cette balise alternative qui est super importante, et notamment pour pouvoir, quand l'image est lue, être dictée par VoiceOver et donc permet aux déficients visuels et autres de pouvoir savoir sur quoi ils sont ou quelle est la photo. Mais il n'y a pas de description de la photo. Par contre, on ne peut pas carrément mettre un texte pour décrire la photo. C'est pas prévu ça, Zuber, dans le code HTML. Si c'est prévu, c'est la balise Alt.
C'est la C'est balise la Alt. balise alternative. Voilà, tu peux décrire ton image, tu peux déterminer, tu peux lui mettre ce que tu veux, tu peux lui mettre des informations sur ton entreprise, un message secret qui est spécifique. Tu peux en jouer, tu vois. Ouais. Donc ça est dans tout objet web, que ça soit de l'audio, que ça soit de l'image, que ça soit bon, le texte, ça c'est pas la peine. On peut en effet, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu te balades sur les sites des podcasteurs ou sur les hébergeurs, c'est quoi le pourcentage de contenu qui est vraiment accessible si tu avais à faire une fourchette? À peine 15%. 15%. Ouais, c'est triste. Il y a 3-4 hébergeurs qui font vraiment le job. Il y a encore, il y a PodcastX, Apple Podcast, Spotify et Google Podcast. D'accord. Si je peux Ouais, vas-y Fred. Juste, si je peux me permettre, pour muscler un peu la conversation, je crois que le monde du podcast est même très en retard par rapport au monde de la radio, parce que le monde de la radio n'a pas attendu le monde du podcast pour réagir sur ce genre de problématique. On a d'ailleurs un article qui paraîtra dans le prochain magazine de la Lettre Pro de la radio, sur un exemple qui est très concret d'une radio qui est diffusée sur la quasi-totalité du territoire hexagonal, qui s'appelle France Maghreb, et qui, dans son équipe, a un technicien qui est non-voyant, me semble-t-il, de mémoire. Je vous dis ça de mémoire. Et France Maghreb a fait le choix de passer par une société qui s'appelle, alors je vous le dis de mémoire, c'est Access Solutions, me semble-t-il. C'est une société qui est basée à Paris. Cette société-là adapte des logiciels et leur a adapté un logiciel, le principal logiciel de France Maghreb. Je crois qu'ils sont autorisés, Philippe, par WinMedia. Et Access Solutions a donc adapté le logiciel WinMedia, qui est un gros logiciel qui sert de principal moteur donc pour la diffusion des jingles, des infos, etc., de la radio, et qui a adapté entièrement ce logiciel, donc WinMedia, à la personne qui réalise plusieurs émissions et qui est donc à France Maghreb non-voyante. Voilà, c'est un exemple concret, et je crois que c'est quelque chose qui s'était fait il y a déjà plusieurs années, et je sais que cet exemple-là, on l'a retrouvé aussi dans des stations françaises qui ont fait le choix depuis plusieurs années d'adapter des logiciels. Alors ça, c'est côté production, si j'ose dire. Ensuite, côté auditeur, là, je ne pourrais pas vous dire si ça a eu un effet ou si les belles paroles que l'on peut entendre à droite à gauche se sont concrétisées par l'amélioration des plateformes et de l'accessibilité donc sur des sites internet. Par exemple, la radio n'est pas forcément très concernée par ce genre de problème puisque c'est un média strictement audio, si j'ose dire. Mais en tous les cas, il y a déjà des chantiers qui ont été mis en place et qui ont été menés à terme, Philippe et Zoubert. Complètement, mais c'est très très peu. Tu connaissais cette société qui s'appelle Access Solutions qui adapte des logiciels? Oui. Tout à fait, oui. Alors il y a Christian B qui sur le chat nous dit l'énergie nécessaire pour démocratiser et convaincre de l'effort pour rendre accessible est par contre source de coûts, contrairement à la prise en compte dès le début qui serait transparente. C'est-à-dire que si c'est vrai que quand on a déjà un site avec 10 000 photos, et je vais pas parler de la lettre pro et tout ce qu'on fait, et tout ce qu'on publie, et qu'il faut rendre accessible tout ce contenu, c'est un travail colossal et donc c'est un financement colossal. Par contre, le faire au fur et à mesure, ça change tout et surtout le faire depuis le début. C'est pour ça que je te disais que c'est pas plus cher. Par exemple, si je me permets, j'aimerais juste décortiquer comment réaliser un podcast et vous expliquer à quelle étape il faut penser à l'inclusion et à l'accessibilité. Quand vous écrivez votre podcast, pensez à l'écrire de manière facile à lire et à comprendre. Simplement. À partir de là, vous allez réfléchir aux mots que vous allez dire, vous allez un peu driver vos invités, et à partir de là, presque votre podcast est totalement inclusif. Travaillez l'enregistrement pour avoir un enregistrement propre, mais après c'est très simple, parce que il y a énormément d'outils qui vont vous permettre de créer les sous-titres, et vont créer la description, la transcription de votre podcast, et il y aura juste à prendre le temps d'écoute de votre podcast pour corriger les petites fautes. Tu vois, c'est pas plus long, mais si on le fait en amont, c'est top.
Est-ce que tu as l'impression, Zuber, que c'est parce que ça concerne peu de monde que les plateformes, par exemple, veulent pas faire d'efforts? Alors non, c'est pas que ça concerne peu de monde. Là-dessus, c'est une mauvaise idée reçue. Ça concerne tout le monde. Combien d'entre vous écoutez vos podcasts sans vraiment regarder votre écran? Donc vous êtes déjà en situation de malvoyance. Vous écoutez que la voix. Aujourd'hui, regardez, on est tous sur Clubhouse. Clairement, est-ce que vous êtes en train de regarder chacune des photos? Non. Vous avez posé votre téléphone et vous parlez. Donc vous êtes en situation, on est tous les deux, on est tous ensemble malvoyants. On n'a pas besoin de voir les choses, on les écoute. Ouais, alors ça c'est le concept même de l'audio, mais après c'est tous les outils qu'on utilise et les plateformes pour y accéder. C'est à ton téléphone notamment, Clubhouse. Est-ce que Clubhouse est accessible pour accéder rapidement là où tu veux sans que tu aies de problème? Alors en général c'est plutôt l'iPhone qui rend accessible tous les contenus, mais si les contenus sont pas tagués, en effet, derrière ça pose des problèmes. Donc en fait c'est l'outil en lui-même, c'est un peu comme l'audio-description à la télévision, qui n'est pas accessible pour tous les films. Et ça, on en avait parlé avec Jean-Luc Reichmann à l'époque pour les jeunes talents de la radio, du podcast au Salon de la Radio, au feu Salon de la Radio dans les années précédentes, avant 2020 et en 2020 aussi, parce que lui, il a je pense qu'il a quelqu'un de sa famille qui est déficient visuel et qui a envie de voir des films et qui, par le biais de l'audio-description, arrive à justement voir des films et malheureusement c'est pas le cas de beaucoup de films. Tous les films ne sont pas traités en audio-description, même s'il y en a de plus en plus aujourd'hui. Mais alors, si je peux me permettre, je peux donner les chiffres, c'est un sujet qui m'intéresse. Aujourd'hui, on a à peu près 310 films en France. On en a 80 qui sont en audio-description. Parce que c'est une obligation du CSA depuis 4-5 ans. De l'ARCOM, ouais, ça a changé le nom. De l'ARCOM, pardon. Donc ça change, ça évolue, et il y a une envie de l'État, il y a une envie des jeunes réalisateurs et des jeunes producteurs. Voilà, il faut juste continuer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Zuber, selon toi? C'est quoi le plus urgent pour toi, en tant que déficient visuel, que tu aimerais vraiment avoir sur l'utilisabilité ou l'accès à des podcasts? C'est quoi qui te manque aujourd'hui concrètement? Une bonne plateforme de gestion de mon podcast en tant que créateur, comme une plateforme comme Ocha, intéressante, qui va me proposer de promouvoir mon podcast. Il n'y en a pas vraiment d'accessible. Tu parlais de Podcastix? Oui, mais il y a encore des petits problèmes. Ils sont très bons dans l'écoute, dans la navigation, mais dans la gestion de mes informations, de mes statistiques, c'est un peu compliqué encore. Ah oui, tu veux dire donc dans le back-office pour toi, pour t'y retrouver? Voilà. Ça c'est le côté en tant que créateur. En tant qu'utilisateur, en tant que spectateur, c'est parler un petit peu plus de handicap, les sujets. Alors ça, je pense que c'est un truc qui est quand même... Enfin, on parlait de pourquoi. Est-ce que parce qu'il n'y en a pas beaucoup? Moi, je pense que c'est aussi, tu vois, Zuber, si tu n'étais pas dans notre communauté, est-ce que on penserait à faire une room sur l'accessibilité? Je suis pas forcément sûr, parce que c'est vrai, quand on n'est pas... on a toujours ce problème-là. C'est vrai, ça, ouais. Quand on n'est pas malade, on se dit pas oh là là, j'allais bien avant, en fait. Et c'est pareil, quand on n'a pas autour de soi des personnes et qu'on n'est pas sensibilisé, et je pense que c'est un peu pareil pour Jean-Luc Reichmann. Si Jean-Luc Reichmann avait pas dans sa famille quelqu'un qui avait besoin d'avoir de l'audio-description, peut-être il y porterait un peu moins d'attention. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, ça dépend aussi de l'entourage que l'on a. Ouais, et ça vaut pour tous les sujets, hein. On peut même te reprocher de ne pas avoir fait une room sur les podcasts belges ou suisses, tout simplement parce qu'on n'y a pas pensé la plupart du temps, hein. C'est pas quelque chose qu'on choisit, et voilà, il n'y a pas forcément d'éditorial, mais c'est vrai que
le rôle des gens qui sont autour de toi joue considérablement dans les choix que tu peux faire. En fait, c'est difficile parce qu'on ne se sent pas forcément concerné. Et pourtant, on devrait, parce que y a la population des déficients visuels ou de ceux qui ne peuvent pas accéder à un contenu aussi facilement que quelqu'un qui a 100% de sa vue. C'est combien en France ? Tu as quelques chiffres, Zuber ? 23% de la population. Ouais, mais c'est colossal. Ouais. Ça fait sur le potentiel 23%, c'est pas rien. Hein. Par exemple, il y a un article qui est sorti pour le 14 février, qui était un article de Access 42 qui nous expliquait que toutes les applications de rencontres, Tinder, Happn, Bumble, Mythic, n'étaient pas encore accessibles. Et toutes les personnes en situation de handicap ont envie, comme n'importe qui, de trouver l'amour. Ouais. Mais dresser le constat, c'est comme je le disais dans le préambule, assez simple, tout le monde peut le faire, pour se donner bonne conscience. La plupart du temps, je me permets de le répéter. Mais pourquoi vous ne vous tournez pas directement vers le politique, c'est-à-dire non pas vers l'exécutif, mais plutôt vers le législateur qui, lui, crée des lois. Je sais pas, un sénateur, un député. Voilà, pourquoi vous ne vous tournez pas vers le législateur ? Il y a une loi. Il y a une loi, mais en France, elle n'est pas respectée depuis 2005. Aux États-Unis, elle est respectée. C'est la loi 516 qui est très respectée, qui est réglementée, que aucun produit américain doit sortir s'il n'a pas les notions d'accessibilité. Ouais, c'est pas le cas en France. En France, non. En France, ils les respectent pas. Ils trouveront toujours une astuce pour la contourner. Et donc, il n'y a pas des amendes derrière ou... Il y a des amendes pour les grandes sociétés, mais pas pour les petites. Pas encore. Parce que c'est vrai que demander à une petite société qui emploie, par exemple, 2 ou 3 salariés, un développeur, une secrétaire, un gérant et quelques intervenants autour de faire des efforts là-dessus, c'est du temps, c'est fort probablement de l'argent aussi. Et moi, je comprends que des petites structures n'aient pas les reins suffisamment solides pour se lancer dans ce genre de défi. Non ? Comme je t'ai dit, s'ils dépensent en amont, ça coûte pas plus cher. Ouais, pourtant, il me semble qu'Ocha a fait des efforts remarquables dans ce domaine-là. Non ? Difficilement. Leur plateforme n'est pas encore accessible. D'accord. Donc pour toi, la seule plateforme qui est utilisable, c'est Podcastix, c'est ça ? C'est Encore et un petit peu Podcastix. Encore est vraiment le plus accessible. Ah oui, complètement. Je sais que c'est pas français. Je sais qu'il y en a qui vont me jeter des tomates. Non, mais non, ça fait partie des outils disponibles. Faut pas. Mais je n'ai pas trouvé. Alors, j'ai fait ma petite recherche comme je fais régulièrement sur Google j'ai mis podcast accessibilité. C'est le vérificateur de cette room. Et il y a un certain nombre d'articles qui ressortent. Il y a eu une conférence d'ailleurs au Paris Podcast Festival. J'ai trouvé aussi que tu avais fait des formations, Zuber. Des conférences. Une conférence sur l'accessibilité, si je ne me trompe, au Paris Web. Tout à fait. En 2022, sur comment créer un site web accessible. Et donc, quand je regarde, il y a des choses intéressantes. Donc, le premier des conseils, c'est assurer que votre site web soit accessible. Donc, ça, c'est la première des tâches. C'est-à-dire que faire en sorte que votre WordPress, vous remplissez toutes les balises qu'il faut pour faire en sorte que vos contenus audio aussi, puisque même un objet audio doit être balisé. Vidéo et images soient bien balisés avec ce tag alt. Ensuite, publiez votre podcast avec un lecteur multimédia accessible, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas tous accessibles, donc qui permettent justement de pouvoir naviguer simplement avec des commandes qui soient aussi taguées. Proposer une transcription. Ça, on n'a pas parlé de transcription, Zuber. Ça, on parle d'intelligence artificielle, on commence à avoir des outils qui sont super efficaces. Moi, je vous parle régulièrement d'une application qui permet gratuitement de retranscrire votre enregistrement une fois que vous l'avez terminé. Est-ce que ça, c'est un conseil qu'on pourrait donner aussi à tous les podcasts de retranscrire ? Est-ce que ça apporte une valeur ajoutée ? Alors pour toi, peut-être moins parce que tu peux écouter l'audio, mais il y a peut-être des... quel intérêt de retranscrire chaque épisode Quand t'es sourd ou malentendant, c'est vachement bien. Il y a le référencement. Il y a le référencement. Alors,
il y a pour ceux qui sont en effet sourds et malentendants, et après, pour toi, est-ce que la retranscription est un atout ? Alors, pour moi, en tant que déficient visuel, non. Mais pour un malentendant, un déficient mental, oui. Tu vois ? Ça va lui permettre de pouvoir se poser sur l'écrit. Parce que sur le podcast, on parle vite. On s'exprime, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bruit parasite. Il y a la musique. Je sais, la musique est importante. Ne pas la faire trop forte. Tu vois, pour pas qu'elle soit au-dessus de la voix, et en même temps avoir une voix très claire et très posée, donc avoir un bon micro pour faciliter la transcription. Oui, tu nous parles des outils de transcription, c'est top. Quels sont les podcasts qui aujourd'hui répondent, selon toi, à ces exigences, que tu écoutes régulièrement parce que justement ils répondent à ces exigences-là ? Il y en a pas. Ah, ça a le mérite d'être clair. Je te dis, il y en a pas. Il y en a un, des fois il y a un épisode qui est très bien, et l'épisode d'après, c'est catastrophique. Ah ouais. Il y en a pas. Alors, est-ce que tu échanges avec des podcasteurs parce que là, on en parle, mais malheureusement, je pense qu'on pourra rien faire, si ce n'est en parler une énième fois. Est-ce que tu échanges avec des podcasteurs ? Est-ce qu'ils sont sensibles à tes remarques et à ce que tu leur fais remonter ? J'essaye, c'est pas évident parce qu'ils communiquent pas beaucoup, ils sont pas trop disponibles. Ouais. Après, c'est pour ça que je fais des ateliers. J'essaie d'écrire des articles, j'essaie d'être présent sur les réseaux, sur les plateformes, de venir pour vous sensibiliser parce qu'il y a une audience qui vous écoute ici en live, mais qui va aussi vous écouter en replay. J'essaye, c'est un peu mon credo et mon activité d'accompagner les podcasteurs et toutes les personnes qui veulent créer un podcast à rendre leur podcast inclusif et accessible. C'est énorme quand même, Philippe, que Zuber réponde. Il n'y a aucun podcast qui réponde aujourd'hui à des exigences que pourtant le 23% des gens, 23% des auditeurs sur le potentiel total pourraient faire remonter. Hein. Wow, je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que tu as déjà fait et ça on pourrait peut-être le suggérer pour le prochain podcast magazine, est-ce qu'on a une liste de choses qu'il faudrait faire pour un podcasteur pour rendre son contenu, son podcast accessible. Tu vois, une espèce de to-do list où concrètement, et si c'est fait en amont, comme disait Christian tout à l'heure, si c'est fait en amont, justement, que ça prenne pas forcément beaucoup plus de temps, surtout d'argent, et de temps, le temps c'est de l'argent, mais et qui pourrait faire en sorte qu'on fasse avancer un peu le schmilblick. Zuber, on pourrait travailler là-dessus sur une espèce de to-do list, les 10 commandements du bon podcasteur pour l'accessibilité. Alors, il y a cette liste, je suis en train de la faire. C'est ce que j'ai présenté à l'atelier Paris Web et que j'aimerais aussi présenter à d'autres événements, même dans des écoles. Elle est très simple. Travailler sur l'écriture, utiliser le facile à lire et à comprendre, utiliser des mots simples, avoir un bon micro pour avoir un enregistrement clair. Ouais, ça revient aussi hein, dans les suggestions, dans les trucs. C'est plus et il y a aussi l'articulation qui joue quand même un rôle parce que plus vous allez articuler, mieux le logiciel va pouvoir reconnaître votre voix et si vous avez un bon micro, c'est encore mieux. Donc tout ça, c'est des plus. Voilà, et surtout utiliser les outils qui sont à disposition. Voilà, parce que quand vous allez poster sur Instagram, sur le petit bouton à côté de la photo que vous avez postée, vous avez la possibilité de rajouter les alternatives. Alors c'est ça, je pense que pour moi c'est vraiment ça. Enfin moi j'aimerais un truc pratico-pratique. Tu vois, c'est-à-dire je suis sur telle plateforme, qu'est-ce que je peux faire en plus qui fait que mon podcast va être plus accessible, pas 100% peut-être parce que j'ai la plateforme Ocha, Acast ou autre ne pourra pas me permettre de le faire, mais est-ce que s'il y a des choses que je peux faire et auxquelles je pense pas forcément, moi par exemple le pratico-pratique de WordPress, c'est m'obliger à chaque fois que j'upload une photo, une vidéo, à remplir
les 3 champs qui sont sous le nom de la photo, que je laisse d'ailleurs et que je ne renomme pas. Et donc en fait, je me tire une balle dans le pied parce qu'au lieu de retrouver mes photos après, je laisse le nom de la photo, ou je fais une capture d'écran et je laisse capture d'écran dans le nom de la photo. Combien est-ce qu'on est à faire ça en fait ? On est mais je pense 90% des gens qui ont des sites WordPress ou autres. 96% des sites dans le monde et des applications et des services ne sont pas accessibles. Voilà. Donc, et en effet, ça demande vraiment, enfin moi, si je prends mon exemple, ça ne prendrait pas beaucoup de temps, et en plus, moi, ça m'aiderait pour retrouver mes données. On va accueillir Christian qui voulait réagir. Bienvenue Christian. Bien, bonjour, bienvenue à vous, je suis Christian. Donc bonjour Zuber que je connais déjà, et bonjour à vous tous que j'ai déjà croisés aussi dans votre podcast, dans cette émission, pardon, dans cette room. Que vous dire, donc moi je suis complètement aveugle, contrairement à Zuber, je suis toulousain, donc il y a quelques années j'ai animé des petites émissions sur des radios associatives sur Toulouse, principalement des interviews en lien avec le handicap, et je suis intéressé par votre échange parce que déjà je suis auditeur de podcast, parce que c'est vrai que même si c'est pas parfait, en tant que non-voyant, c'est quand même un média qui est très apprécié, vu que c'est un média oral, c'est quand même très chouette pour nous, à condition que les moyens d'y accéder soient accessibles, comme on dit tout à l'heure. Et ensuite, je suis en train de m'initier au podcast dans le cadre d'une association inclusive où on est un certain nombre de personnes handicapées et de personnes valides à travailler ensemble. On est en train de créer un podcast, voilà, c'est en cours de création. Donc c'est pour ça que votre échange aujourd'hui m'intéresse beaucoup. Alors toi, ton expertise par rapport à ce que dit Zuber, je suppose que tu es dans la même situation, même si Zuber, lui, arrive à, si on comprend bien, déficient visuel, ça veut dire qu'il arrive quand même à identifier Zuber, des couleurs ou des formes quand même à minima. Toi, Christian, c'est carrément totalement aveugle. Donc, est-ce que l'expérience est différente par rapport à ça? Moi, je travaille en vocal comme Zuber et en braille aussi. Là, en ce moment, par exemple, pour pas voir le son, être gêné, je travaille avec un petit afficheur braille que j'ai réduit avec mon iPhone, qui me permet de piloter Clubhouse plus discrètement. Ah, alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu as un outil connecté en USB sur ton iPhone. En Bluetooth. En Bluetooth. Ouais. Et qui te transforme ça en braille. Ouais, qui me transforme en braille grâce à VoiceOver, voilà. Et concrètement, comme tu voulais des exemples concrets, par exemple, il y a quelques semaines, tu parlais de ton site, tu nous invitais à aller voir ta newsletter. Vas-y, balance. Alors, je sens que je vais en prendre pour mon compte. Ouais, vas-y. C'est simple, ça, s'abonner à une newsletter, on met son mail. Eh ben non, parce que j'ai voulu mettre mon mail, ça va. Et après, il y a un CAPTCHA, un code de sécurité pour voir si on n'est pas un robot, là. Ah ouais. Et il propose une version audio. J'ai rien compris à ce qu'il faut faire à la version audio, donc j'ai abandonné. Donc, c'est CAPTCHA, en fait, qui a bloqué l'inscription à la newsletter. Oui, parce que je ne suis pas un robot, mais je n'étais pas capable de le prouver, donc... Ça, c'est intéressant comme exemple. Si je me permets, Philippe et Fred, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont bloquer les utilisateurs à venir sur votre podcast. Par exemple, aujourd'hui, Clubhouse, c'est presque fini le temps où Clubhouse était accessible. Avant, il y avait très peu de boutons, donc c'était simple d'utiliser. Maintenant, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et il y a beaucoup de boutons qui ne sont pas nommés correctement. Des personnes comme Christian qui est totalement aveugle, sur Clubhouse, il y en a de moins en moins. Il y a des irréductibles vikings comme Christian qui y va quand même s'il sait que ça va être compliqué, il y va. Il a commencé à créer ses petits repères, mais ça devient compliqué. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Honnêtement, moi là, j'ai la bouche bée et c'est vrai que c'est pas des choses auxquelles on pense. On se rend pas compte à quel point ça peut être très compliqué quand on voit les choses clairement et qu'on peut. Plus que ça, Philippe, parce que moi, je vais te dire honnêtement, il y a cette notion de complexité, mais il y a derrière la notion de complexité que tout le monde peut toucher maintenant du doigt. Il y a une notion de désociabilisation aussi, hein. Parce que tu n'as pas le droit, finalement, tu n'as pas le droit sur un espace conversationnel, tu n'as pas le droit de regarder un film, tu n'as pas le droit de lire un bouquin, tu n'as pas le droit d'écouter un podcast, donc tu te désociabilises, tu as moins en moins de connaissances, tu n'as plus de potos, tu n'as plus de copines, c'est complexe, quoi. C'est complexe. Vous le ressentez ça, Zuber et Christian ? Complètement.
complètement. Je vous donne un autre exemple. On va partir vers le cinéma, vers les streamings. Il n'y a que Apple TV+, qui propose l'audiodescription. Netflix, Disney+, Canal le font pas. Ah, t'imagines, tu te coupes du monde à force. On est complètement coupé du monde. Ouais. Merci Apple, quoi. Netflix, ils en font quand même un petit peu. Par contre, ils ont une trop mauvaise idée, c'est que maintenant, ils font des audiodescriptions en voix de synthèse vocale. Donc, c'est assez moche, quoi. C'est dommage pour les audiodescripteurs, d'ailleurs. Ça va s'améliorer parce que là, on a écouté hier soir, j'ai envoyé le lien de Radio GPT là, qui a été lancé par une boîte américaine qui s'appelle Futuri. Les voix artificielles, je vous rassure, en français, ça va mettre un peu plus de temps. Mais en anglais, là, ils sont très. C'est vrai, les voix s'améliorent, mais quand même, les descriptions de qualité sont faites par des comédiens qui mettent le ton juste pour le film. C'est pas faire ça, quoi. Si jamais tu peux aller faire un petit tour tu fais Radio GPT, ils ont mis un test en ligne en anglais, c'est en anglais, avec des voix artificielles qui ont une intonation surprenante. Mais je vous avoue que pourtant, nous, on est habitués et on sait ce qui fait vraiment vrai, ce qui fait pas vrai. Et là, c'est bluffant. Ça fait même très peur parce que c'est totalement réalisé par une intelligence artificielle. C'est-à-dire les animations entre les musiques. Il faut attendre que la musique soit finie et après vous écoutez comment est-ce que c'est animé et l'intonation est bluffante. Donc ça, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, ou je vous rassure moins. En tout cas, pour l'accessibilité, c'est une bonne chose. L'audiodescription. C'est une question de semaine ou de mois. Ouais, voilà. L'audiodescription et l'intonation comédien va faire des progrès colossaux et on aura du mal, comme on a du mal aujourd'hui, quand on recrée un personnage en image de synthèse qui ressemble à un acteur ou qu'on recrée, on va avoir du mal aujourd'hui à voir la différence entre. Ouais. C'est bien, mais c'est triste quand même pour les comédiens qui ont du talent, qui écrivent les audiodescriptions et qui donnent leur voix. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ouais, après. Comme, par exemple, tu peux dire, toi, en tant que homme vrai, tu peux dire je vais lancer un podcast avec une intelligence artificielle, par exemple. Personnellement, je peux écrire demain un bouquin. J'ai appris cette semaine qu'il y avait 300 ouvrages sur Amazon qui sont en vente, qui ont été écrits par des intelligences artificielles. Amazon se dit non, ça respecte les standards juridiques de l'entreprise, donc nous, on les laisse en vente. Et tu peux pas faire la différence très clairement entre quelque chose que tu pourrais toi-même écrire et qu'une intelligence artificielle aurait écrit. Et comme demain, tu feras pas la différence entre un podcast qui est produit par une intelligence artificielle et par un podcast qui sera produit par Zuber. Comme demain, tu pourras pas faire la différence entre un animateur, un vrai bipède, un kidam derrière une console et une intelligence artificielle qui demande jamais de congé, qui n'est jamais malade et qui est toujours à 100% de sa forme. Voilà, c'est une autre société qui se prépare, c'est certain. Il faudra, vous de votre côté, en tirer la substantifique moelle, quoi, les bénéfices. Surtout, je pense se réinventer, parce que n'oublions pas que toutes ces intelligences artificielles, c'est d'abord un homme qui a défini un prompt, un message, des mots, des termes, et l'intelligence artificielle a créé le discours derrière. Oui, mais après, tu peux aussi cloner ta voix et utiliser l'intelligence artificielle pour que, en fait, ça utilise ta voix. Donc, tu écris toi-même, mais ta voix, c'est pas vraiment la tienne. Tu l'as préenregistrée. C'est ce que fait d'ailleurs Descript, le logiciel que vous connaissez peut-être pour faire pas mal de choses, les vidéos, les audios, du montage, de la retranscription. Et maintenant, ils ont un outil qui te permet d'enregistrer ta voix, pour le moment en anglais. Tu l'enregistres pendant une demi-heure et après une demi-heure, ils te clonent ta voix et ils utilisent ta voix pour lire n'importe quel texte. Donc c'est juste et avec l'intonation. Donc c'est vraiment complètement bluffant et ça va ne faire que progresser. Après, je pense que c'est comme tout. Il va y avoir la vague de cette intelligence artificielle. Comme il y a eu la vague, comme l'audio à un moment a disparu un peu du spectre et on ne parlait. Et ça, c'est Rafi Aladjian de Juice. Je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel qui s'appelle Juice. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me dises, Zuber, je ne sais pas si tu l'as, cette application, Juice.
Non, je l'ai pas, mais... Essaye de voir en le téléchargeant, ou Christian, télécharger l'application Juice, c'est J-U-I-C-E. C'est Raphaël Adjian, vous savez, le créateur du Nabastag à l'époque, qui travaillait beaucoup dans les objets connectés. J'avais ce l'appel là, ouais. Voilà, exactement. Et lui, il a créé cette application il y a quelques années, elle est en français. Elle mélange en fait de l'intelligence artificielle avec de la voix artificielle, avec des podcasts, avec de la musique où on peut connecter ses comptes. Et son application est assez bien faite et honnêtement, la voix artificielle, alors on sent qu'elle est un peu artificielle, il a mis en fait une musique de fond derrière la voix artificielle, on a l'impression que c'est une voix, en fait on s'y perd entre la voix d'un podcast et la voix artificielle. Je sais pas où je voulais aller avec ça, mais en tout cas, je parlais de Juice pour une chose et c'était pas pour ça. Ça veut dire que ça va s'améliorer dans les semaines et dans les mois qui viennent et que là tu disais que c'était... le climax un peu de l'intelligence artificielle et que ça allait et lui me disait que quand dans l'interview qui va paraître d'ailleurs dans le hors-série qu'on sort là sur la production audio avec la lettre pro de la radio la semaine prochaine, d'ailleurs qui est téléchargeable gratuitement si ça vous intéresse, et il dit on a eu une période où les gens se sont complètement accaparés l'écran et ça a été que ça, et maintenant les gens on sent ils ont envie de se séparer de cet écran. Et l'audio est redevenu maintenant, avant c'était le parent pauvre de la vidéo, maintenant l'audio est redevenu vraiment le médiamètre. Donc en fait je pense que l'intelligence artificielle ça sera un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir des choses qui vont être créées et puis on va revenir, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, le naturel quand même et aussi... je pense pas qu'on puisse totalement copier 100% le naturel, même si c'est vrai qu'avec ces intelligences artificielles qui progressent, on peut s'en rapprocher, voire même être totalement bluffé dans le futur. Et là, d'ailleurs, je suis une intelligence artificielle, ce n'est pas moi qui parle. Oui, on avait remarqué, Philippe, je voulais pas te le dire, mais il y avait quelques indices qui nous laissaient... C'est pour ça que des fois, il y a des tunnels. Ouais, il y avait un hold-up, une intelligence artificielle avec un hold-up sur toi. C'est ça, ouais. Mais Philippe, demain, par exemple, pourra développer un magazine intégralement écrit par une intelligence artificielle en 2 heures chrono. Donc ça, un record complet. Déjà, on peut, quand vous voyez ce qu'on est capable de faire avec... d'ailleurs, je prends cette transition parce que la room de la semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse, ce sera sur l'intelligence artificielle et le podcast. Donc, tous ceux qui s'intéressent à ça, on le fera dans la prochaine room. Pour l'instant, on est sur l'accessibilité. On va terminer cette room sur l'accessibilité. Peut-être en faisant un petit point rapide. Moi, j'aimerais bien vraiment, Zuber, que d'abord cette room serve à quelque chose. Elle sert puisque elle nous éveille déjà à des utilisations et surtout à des... moi, tu vois, là, je pense à la newsletter pour Christian. D'ailleurs, Christian, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour que je t'inscrive, moi... Si on peut envoyer un mail sans captcha, oui, je ferai. Ah ouais, t'as raison, tiens, il faut que je regarde ça, je suis pas sûr. Mais en fait, le problème, c'est qu'on se fait attaquer par des serveurs russes et chinois dès qu'on met pas de captcha. Et on reçoit des centaines et des centaines de formulaires pré-remplis par des trucs, c'est un enfer. Alors, Philippe, il y a aussi une norme, il y a un référentiel pour les captcha. Par exemple, tu peux utiliser le captcha de Google qui est accessible, qui peut utiliser le captcha. C'est celui-là que j'utilise. Parce que normalement, effectivement, quand c'est Google, il y a juste la case à cocher, je suis pas un robot, et voilà. Quoi, non, mais moi, c'est le captcha V3 que j'utilise. Regarde, parce que voilà. À ce moment-là, il faut que je passe au captcha V2. Mais le problème du V2, c'est que... Alors, en effet, ça vous permet de rentrer accessible, mais le V2, il y a soit le truc audio, soit les photos, où il faut reconnaître un chat, reconnaître... Et quand on a un compte Google, ils ne nous embêtent pas. Quand on est connecté avec Google, il nous pose pas il suffit de cocher une case, je suis pas un robot, il me semble. Oui, et donc bon, à ce moment-là, je vais passer en captcha V2 alors, puisque le captcha V2 a l'air plus accessible. C'est des petites pratiques que les développeurs, que les créateurs comme toi, comme n'importe qui, ne savent pas parce que l'information n'est pas disponible. Exactement. Et c'est pour ça que moi j'aurais envie qu'on rende cette information disponible et qu'on fasse ça dans Podcast Magazine pour les podcasteurs, pour leur donner une petite to-do list avec du pratico-pratique en disant vous êtes là, il faut faire ci, vous êtes là, il faut faire ça, il faut penser à ça si vous avez un WordPress ou si c'est cette balise-là qu'il faut remplir, parce que je pense qu'il y en a qui non seulement n'y pensent pas, mais aussi
ne savent pas à quoi ça sert et donc par méconnaissance ou par désintérêt, ne mettent rien dans cette case parce qu'ils se disent je ne sais pas. Il existe une version accessible de Podcast Magazine? Oui, il y a une version audio de Podcast Magazine, mais alors je ne sais pas, il faudrait me dire en fait, et là moi je suis vraiment preneur de retour là-dessus. Quand on est abonné à la version digitale, on a une liseuse. Alors le problème, c'est que la liseuse, elle s'ouvre dans un iframe, et je pense que ça, au niveau accessibilité, ça va pas être tip-top. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution parce que sinon, il faut connecter les API avec. Enfin, ça demande un développeur et pour l'instant, on n'a pas les moyens de faire ça. Mais ça fait partie des projets qu'on veut arriver à mettre en place et de faire en sorte qu'on n'y ait plus besoin de mettre des iframes, parce que je pense que ça pose des problèmes, Zuber ou Christian, quand il y a des iframes à l'intérieur d'une page HTML pour lire les choses. T'as essayé, Zuber, la version digitale ou pas? Honnêtement, j'ai pas trop eu le temps et j'ai été sur les sites que j'ai trouvé très accessibles. Déjà, le petit site pour présenter le Podcast Magazine. Après, j'ai pas trouvé la version numérique. Bon, alors ce que je fais, je vous l'envoie. Je vous envoie un accès à la liseuse et vous me dites si... parce qu'on a une liseuse donc... qui permet d'afficher le PDF, mais c'est pas un PDF, c'est une liseuse. Derrière, on a aussi une version audio de l'ensemble des articles, qui est lu avec une voix artificielle, mais qui n'est pas si mauvaise que ça. Via Life a fait un beau boulot. Pour les articles, on est habitué parce qu'on utilise au quotidien les synthèses vocales. Donc, Ouais, mais là, on a directement la version audio accessible, en fait. C'est pas mal, ça, ouais. Ouais, donc vous me direz, je vous envoie à tous les deux un accès dans le chat, là, avec un login, un mot de passe. Comme ça, vous avez simplement à mettre le mot de passe dans le login, dans le champ, et vous accédez directement à la liseuse sans passer par les menus de navigation des abonnés. Et vous me dites comment est la liseuse. Et moi, je remonterai aussi l'information à Via Live Digital, puisque c'est eux qui développent cette liseuse, et la liseuse audio et la liseuse classique. Et après, moi, ce que je fais quand même dans tous les articles de Podcast Magazine, c'est que je les mets en version article. Ah, ouais. Mais ça, on y accède comment? Il faut un abonnement pour y accéder ou... En fait, oui. Alors bon, je suppose que la version papier, tu vas pas l'acheter, même si tu peux toucher le papier. Et je t'assure que le papier est très agréable. J'y crois. Il doit être un peu lisse quand même. Donc. Non, on a un beau papier. Mais non, pour la petite histoire, oui, il y a un abonnement en fait qui est l'abonnement digital et qui permet d'accéder uniquement à la version article, à la version liseuse. Et là, je vais bientôt mettre un abonnement aussi au PDF. PDF, de ce côté-là, il y a une grosse accessibilité du PDF pour vous? Ça dépend. Ça dépend, il faut qu'ils soient bien structurés, quoi, parce que si c'est des PDF images, non, et si c'est des PDF texte, à condition qu'ils soient bien structurés. Alors, bien structurer un PDF, c'est pas très compliqué. C'est bien nommer les titres, bien nommer les sous-titres, bien nommer les liens. Tu vois. Ouais. Mais ça veut dire que derrière, alors à ce moment-là, et là c'est plutôt le travail de graphiste, mais c'est aussi de l'accessibilité, c'est les feuilles de style qu'on doit créer sur Adobe InDesign ou sur Quark Express, qui doivent être bien réalisées, parce que c'est avec ces feuilles de style-là, derrière, qu'on génère ce qu'on appelle le XML, et qui nous permet derrière de pouvoir générer les contenus audio, ou après de faire du flux RSS, etc. Voilà, ce type de PDF sont accessibles. Par contre, ce qui est catastrophique, c'est des fois on prend une photo d'un document et on le met dans le PDF et on dit c'est un document PDF. Là, on ne peut pas le lire. Et oui, en fait, les PDF qui sont générés, qui sont aplatis, vous servent pas à grand chose. Par contre, quand les PDF incluent les polices et les photos, et que les photos aient été bien nommées à l'intérieur du logiciel InDesign, donc encore une fois, c'est pareil. Un boulot auquel il faut que je fasse attention quand je crée le PDF, c'est que toutes les photos soient bien nommées et que derrière, dans Adobe InDesign et dans tous ces outils-là, il y a aussi la possibilité d'ajouter ces balises qui derrière sont interprétées par le web. Adobe a très très bien fait son travail là-dessus, sur l'accessibilité. Oui, heureusement qu'il y en a qui font du bon travail, parce qu'en même temps, c'est Adobe, Apple, c'est quand même des références en la matière, et c'est bien que ces grosses sociétés-là fassent attention, mais c'est aussi un peu à nous, les petits, à utiliser les outils qu'on nous donne et à y faire attention. Et c'est un peu ça, je pense, qu'on va garder de cette room, et en essayant, dans le numéro 3 de Podcast Magazine, Zuber, si tu en es d'accord, et Christian, on pourra t'envoyer la version pour que tu nous donnes aussi ton retour.
des bonnes pratiques à avoir quand on est un podcasteur ou du moins à faire attention à certaines choses, lesquelles, comment, dans quel cadre, pour que on puisse peut-être donner un maximum d'outils pour aller faire en sorte que ces 23% de la population puissent accéder à nos contenus audio, texte ou à nos publications. Monsieur Brulatour, un petit mot de la fin ? Toujours très heureux de participer à cette room. Bon courage à Zuber et à Christian pour la suite. Je pense que, comme je le disais dans le billet en préambule de cette room, dans le monde du podcast, il y a effectivement un certain nombre de donneurs de leçons. On le dit, comme ça on a l'impression d'avoir fait une bonne action, d'avoir fait sa BA. Il ne s'agit pas de le dire, comme je le spécifiais, il faut mettre le pied à l'étrier et il faut aussi favoriser, aider, encourager les podcasteurs, comme tu l'as dit Philippe, je ne veux pas le répéter, à faire en sorte que leur production soit adaptée aux uns et aux autres le plus souvent possible. Je me fais, pour terminer, un plaisir d'être avec vous la semaine prochaine. J'ai entendu qu'on y parlerait dans la prochaine room d'intelligence artificielle. Alors, vous me connaissez, j'essaierai d'être encore une fois original et peut-être que la semaine prochaine, j'aurai eu le temps d'ici là de vous préparer une surprise en lien avec l'intelligence artificielle et toujours en lien avec ce billet acidulé que j'espère confier à une intelligence artificielle qui prendra le relais pendant quelques minutes mercredi prochain. Alors, ce n'est pas une promesse, c'est une envie, un souhait. Je verrai ça en fonction de ma disponibilité, mais je sais que Philippe m'aidera à me donner quelques conseils et bons liens pour que je puisse réaliser ce souhait pour la semaine prochaine. Voilà, et puis on remercie vivement tous les auditeurs aujourd'hui, le podcast de Podcast Magazine, les rooms sur Clubhouse que l'on organise en direct. Bien entendu, vous êtes là en direct avec nous et vous pouvez interagir, vous pouvez y accéder, mais il y a aussi toute la partie replay, aujourd'hui en moyenne écoutée 400 fois par mois, ce qui est pour nous, dans notre secteur d'activité, plutôt une bonne prouesse et ça augmente régulièrement. Donc on remercie tous nos auditeurs qui écoutent les replays et qui nous suivent jusqu'à la fin de ces épisodes qui sont tous les plus passionnants les uns que les autres et encore plus aujourd'hui. Ça nous fait réfléchir en tout cas et ça c'est important et maintenant il faut passer aux actes. Et voilà, c'est très simple, appuyez sur un bouton et rendez les choses accessibles pour que tout le monde puisse écouter vos podcasts et vos sujets. On fera ça. Christian, Zuber, je vous envoie les accès digitaux. On avance là-dessus et puis on travaille sur l'écriture du papier pour le prochain magazine. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On termine avec le jingle. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, il faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, il ne faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.